Bonjour Charles-Henri Gallois, je suis à titre personnel et j'espère communiquer cette joie, ravi de vous retrouver. La dernière fois que nous nous étions vus, c'était avant l'été. Nous étions allés ensemble à la journée anniversaire, un triste anniversaire puisque c'était l'anniversaire du référendum de 2005, référendum qui a été bafoué ensuite, on s'en souvient. Et j'ai tout simplement envie de vous demander comment allez-vous et comment va Génération Frexit. Bonjour Stéphane, écoutez, Génération Frexit va bien. C'est vrai qu'on s'était vu la dernière fois pour l'organisation, même si c'était beaucoup plus large que Génération Frexit, de cette journée événement en fait d'anniversaire du référendum bafoué de 2005. L'idée étant évidemment de demander un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, en réponse notamment à ce non de 2005. Et Génération Frexit continue de se développer. Génération Frexit est née en plein confinement en 2020 et donc là on continue à se développer. On a fait notre premier congrès il y a peu de temps, avec le renouvellement du bureau exécutif, et on continue de se développer avec une grande idée en tête, même si on développe tout un programme sur le nucléaire, immigration et autres. Une idée en tête, c'est d'obtenir ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, et nous pensons que c'est le plus grand dénominateur commun pour rassembler les souverainistes de tous bords, et pas uniquement d'ailleurs les Frexiteurs. On pense que c'est une idée avant tout démocrate, et d'ailleurs dans l'optique de l'élection présidentielle qui vient et après, ça paraît être, si on est pragmatique, l'option la plus plausible, l'option la plus crédible à court terme pour obtenir le Frexit que nous souhaitons de nos voeux. Alors, j'en profite pour vous poser une question très simple. Après, on va venir à l'actualité du souverainisme, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un certain nombre d'événements qu'il serait bien de commenter. Est-ce que vous allez donner des consignes de vote à vos adhérents de Génération Frexit pour l'élection qui arrive, donc présidentielle? On doit encore en discuter en interne, mais globalement, vous l'avez compris, l'idée de Génération Frexit, c'est de rassembler les souverainistes, notamment pour l'après, dans le cadre des législatives, dans le cadre des élections européennes. Et donc, on ne va pas commencer à prendre parti pour tel ou tel candidat souverainiste, parce qu'évidemment, c'est se couper au niveau des discussions des autres. Notre idée est plus de pousser vis-à-vis de tous les candidats à l'élection présidentielle cette idée de référendum sur la appartenance à l'Union européenne, pour qu'un maximum de candidats, en fait, l'incluent dans leur programme. Et donc ça, je pense que c'est la ligne directrice majeure, mais il n'empêche que nous discutons de toute façon avec tous les partis et mouvements souverainistes pour une unité, et j'espère que ça se matérialisera notamment lors des élections législatives, mais surtout pour le coup d'après, pour les élections européennes, qui sont normalement les élections phares pour les souverainistes, et il n'est pas normal qu'en France, les souverainistes fassent des scores aussi médiocres pour les élections européennes, parce qu'ils partent en marche dispersée, parce qu'il n'y a pas d'unité, parce qu'on ne met pas le paquet sur cette élection. Ça devrait être le cas au Royaume-Uni. D'ailleurs, Nigel Farage, qui faisait des scores très modestes lors des élections générales, il a fini les 2 dernières fois premier aux élections européennes parce qu'il a su rassembler sur cette idée-là, et nous espérons en tout cas qu'on prendra ce chemin-là après les élections présidentielles. Alors justement, vous avez, et ça va dans le sens de ce rassemblement des souverainistes, de droite, de gauche, de nulle part et d'ailleurs, dont on parle beaucoup dans Front Populaire, vous avez rejoint il y a peu l'association France Souveraine, qui a pris la suite et qui s'est autonomisée par rapport à Front Populaire et compagnie. Vous avez rejoint le bureau de France Souveraine, ainsi que Céline Pignat, ainsi que Régis de Castelnau, ainsi que Guillaume Bigot, qui en est le président aujourd'hui. Quel est le sens de cette adhésion? Déjà, il y a beaucoup de gens de qualité, donc ça fait évidemment plaisir de faire partie de cette équipe. Et l'idée, en fait, c'est que France Souveraine défend finalement ce que je défends, ce qu'on défend chez Génération Frexit, c'est cette union des souverainistes qu'on appelle de nos voeux. Et ça me paraît très important d'aller au-delà des clivages et de pouvoir rassembler, parce que Emmanuel Macron, lui, a su le faire. Il a rassemblé au-delà des clivages, si on peut dire, le bloc anti-populaire, le bloc européiste, et je pense élitaire, voilà. Et je pense, enfin, ça dépend ce qu'on appelle une élite, mais, oui. mais je pourrais s'entendre sur cette définition. Mais je pense, en tout cas, qu'il faut rassembler justement ce bloc populaire, ce bloc souverainiste, et que ça ne peut se faire qu'au-delà du clivage gauche-droite. Il faut arrêter les sectarismes de part et d'autre. Il faut se parler. En fait, France Souveraine est dans cette idée-là, et donc ça me paraissait tout naturel de rejoindre cette belle aventure. D'accord. Alors, il y a eu aujourd'hui 2 événements importants. D'une part, on a appris que Arnaud Montebourg lâchait l'affaire, comme on pourrait dire de façon un peu triviale, c'est-à-dire qu'il renonçait à se présenter comme à la candidature de l'élection présidentielle. Il ne se présente donc plus, il renonce. Il n'appelle d'ailleurs pas à
voter pour l'un ou pour l'autre des candidats de droite, de gauche. Il aurait pu même appeler à voter pour qui il veut, dans le fond. Il n'appelle pas à voter. Il va donc, j'imagine, rejoindre ses activités de société civile. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce que l'on pourrait appeler passer de la remontada à la dégringolada? Arnaud Montebourg qui n'y va pas. Oui, alors ça peut être de la remontada à la démontada. Oui. En fait, on peut dire quelque part que Arnaud Montebourg, il avait de l'or en barre et il a eu tout faux du début à la fin. Le naufrage final aurait eu été qui le soutiennent Anne Hidalgo ou Christiane Taubira, ce qui était un moment dans les tuyaux, c'est dire le grand écart. Mais en fait, Arnaud Montebourg, on a l'impression qu'il ne savait pas sur quel pied danser, alors qu'au départ, il avait un capital intéressant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui passe relativement bien dans les médias, c'est quelqu'un qui avait une certaine légitimité sur la question qui est fondamentale, dont on parle très peu malheureusement dans cette présidentielle, qui est la réindustrialisation, qui est fondamentale pour la prospérité de la France. Et donc sur cette base-là, il aurait pu incarner quelque part cette union des souverainistes. Mais en fait, il n'a jamais pris cette voie dès le départ, il a eu tout faux tactiquement, il a voulu s'enfermer dans une espèce d'union à gauche. Imaginez une union à gauche avec Anne Hidalgo, avec Yannick Jadot, enfin des ultra-européistes, tout l'inverse en fait pour la réindustrialisation. Il faut évidemment s'émanciper de l'Union européenne. Et donc, il a fait une alliance de la carpe et du lapin qui ne tenait pas du tout la route. Et même dans cette alliance-là qui était ridicule et sur laquelle, en fait, à gauche, on voit bien les scores que font la gauche au niveau des sondages à la présidentielle, qui n'existent pas, qui était une impasse. Même là-dessus, il a eu faux parce que dans son union de la gauche, il a fait des propositions qui pouvaient être marquées à droite, notamment au niveau de l'immigration, ce qu'il a même coupé de son aile gauche. Donc en fait, il a eu tout faux du début à la fin. Je pense que la seule voie qui était possible pour lui, c'était justement d'agréger les souverainistes, d'avoir ce seuil de voix important. Il aurait pu passer à 10-12% en rassemblant tous les souverainistes de gauche et droite, et à ce moment-là, il aurait pu effectivement, un petit peu comme Jean-Luc Mélenchon l'avait fait en 2017 par rapport à Benoît Hamon, quelque part ratisser les autres voix de gauche mécaniquement par une sorte de vote utile dans l'optique d'arriver au deuxième tour. En fait, il s'est enfermé dès le début dans ce rassemblement de la gauche, et ça a été un naufrage du début à la fin, cette campagne. C'est assez dramatique. Oui, alors, autre actualité du jour, l'allocution du président de la République, qui débutait ainsi la présidence française de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Comme bien souvent avec Emmanuel Macron, c'était des discours creux. Enfin, c'est assez lamentable, et à chaque fois, on connaît son refrain, c'est Europe, Europe, souveraineté européenne. Mais déjà, il y a quelque chose qui m'énerve à chaque fois, c'est cette confusion délibérée qu'on fait entre Europe et Union européenne, ce qui n'a strictement rien à voir. L'Europe est un continent géographique, au mieux une civilisation. L'Union européenne, ce n'est rien d'autre en fait qu'une organisation politique supranationale. À ce que je sache, la Suisse, l'Islande, la Norvège, le Royaume-Uni sont bien des pays européens, ils sont l'Europe, mais ils ne sont pas dans l'Union européenne. Donc cette confusion est grotesque, et c'est une des forces en fait des européistes d'avoir réussi quelque part à faire cette conviction, à avoir capté l'Europe. Et en fait, l'Europe, on peut parler souvent d'Europe des nations, l'Europe des nations ne peut exister qu'en se débarrassant de l'Union européenne. Et l'Europe peut exister sous la forme de coopération internationale. Qu'est-ce que la différence, en fait, entre l'absurdité de la souveraineté européenne ou l'Union européenne supranationale et une Europe des nations qui est une Europe de la coopération internationale? L'Europe des coopérations, c'est de dire, écoutez, à 1, 2, 3, 4 pays sur ce sujet précis où on partage les mêmes intérêts, on va mettre les moyens en commun. C'est quelque part quelque chose d'intelligent. Et d'ailleurs, la coopération internationale ne se limite pas au périmètre européen, bien entendu. L'Union européenne, c'est complètement stupide, dépassé, archaïque au XXIe siècle, c'est de dire sur absolument tous les sujets, à 27, on va avoir la même position. Mais en fait, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. C'est des gens qui ne sont pas intelligents qui ont réfléchi à ça, parce que qu'est-ce qui a fait la richesse de l'Europe? C'est tout le contraire, c'est parce qu'il y avait des voies de développement différentes, et donc c'est comme un portefeuille quelque part financier. Plus vous diversifiez, plus vous avez de chance. Si une action tombe, il y en a une autre qui peut monter, et quelque part vous allez après vous accrocher à celle qui monte. C'était la même chose, vous aviez des voies de développement différentes, et donc quand les Pays-Bas marchaient bien, quand l'Espagne marchait bien, quand le Royaume-Uni marchait bien, quand l'Allemagne marchait bien, quand la France marchait bien, et bien après on imitait ces pays. Mais l'Union européenne, c'est de dire on va avoir le même modèle pour tout le monde, et on voit bien de toute façon que ça ne marche pas. Les pays européens dégringolent à tous les niveaux, et Emmanuel Macron en fait a fait ça,
et il a fait une espèce de proposition pour soi-disant démocratiser l'Europe, qui serait que le Parlement européen ait l'initiative des lois, parce qu'il faut quand même savoir, et ça les Français ne le savent pas, de toute façon, par essence, l'Union européenne est antidémocratique. Oui, ce ne sont pas les peuples, on le rappelle ici, qui décident de l'avenir en commun de l'Union européenne, ce sont les experts de la Commission européenne. C'est un pouvoir donc non élu qui décide à la place des peuples. Alors c'est un pouvoir non élu, ça va même plus loin, parce que la Commission européenne, en fait, cumule les pouvoirs exécutifs, un petit peu comme le gouvernement français, et législatifs, comme justement le Parlement européen ne peut pas faire de propositions de loi. Ce n'est que des projets de loi de la Commission européenne. Et donc, dans son fonctionnement même, l'Union européenne, de toute façon, n'est pas démocratique. Mais au-delà de ça, disons que donnons une chance à Emmanuel Macron et disons que son projet va aller au bout et de dire que voilà, il va y avoir un vrai. Ce qui n'est vraiment pas gagné d'ailleurs, hein, parce qu'il faudrait qu'il soit adopté, je le rappelle, par l'unanimité des pays. Il y a beaucoup de pays qui risquent effectivement de le bloquer, mais mettons qu'allez, on va être gentil, on va dire que ça c'est fait, et donc dans son fonctionnement, l'Union européenne serait quelque part démocratique. Bien ça comme ça. Mais moi je pense tout le contraire, en fait, c'est que tout transfert de souveraineté au niveau de l'Union européenne est un recul de la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie, ça vient du grec, démos le peuple, kratos le pouvoir, démos kratos, et en fait on peut le fantasmer, on peut le rêver, mais il n'y a pas de peuple européen. Donc la démocratie doit se construire normalement uniquement à l'échelle nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout transfert de compétences, tout transfert de pouvoir à l'Union européenne est un recul de la démocratie. Donc Emmanuel Macron peut vendre tous les projets qu'il veut. Sa souveraineté européenne n'existe pas, la souveraineté, elle ne se partage pas, et la souveraineté et la démocratie, comme le disait le général de Gaulle, ça va de pair et ça ne peut marcher qu'au niveau national, et c'est là qu'Emmanuel Macron se trompe profondément. Vous pensez que, on voit bien que ça va être un des axes de sa future campagne, il va essayer, d'ailleurs le précédent à avoir essayé de ça, c'était Nicolas Sarkozy, puis il s'est rendu compte que ça ne marchait pas en 2012. Vous pensez que son axe de campagne va être la souveraineté européenne et évidemment à chaque fois, je dirais, le rappel que nous vivons en paix depuis un certain nombre d'années, en oubliant d'ailleurs que la guerre a eu lieu en ex-Yougoslavie dans les années 90. On oublie donc cette parenthèse de guerre à l'intérieur même du continent européen. Mais on a envie, on voit bien qu'ils vont encore jouer sur la peur de la violence, la peur de la guerre, et donc se raccrocher aux années de paix dont peut se flatter l'Union européenne. Vous pensez que ça va être ça, son axe de campagne? C'est fort possible. Et c'est dire d'ailleurs le peu d'arguments qu'ont les partisans de l'Union européenne. Parce qu'en gros, ils ont deux arguments. C'est Erasmus, qui est un programme qui est hors de l'Union européenne, et Ariane Airbus, qui sont hors de l'Union européenne. Et évidemment, cette question de l'Union européenne, c'est la paix. Bon, ils disent l'Europe, c'est la paix, comme ils font la confusion permanente. Mais cet argument, il est grotesque. Comme vous l'avez dit, il y a eu la guerre en Europe, il y a eu la guerre évidemment en ex-Yougoslavie, mais c'est surtout que il n'y a plus de guerre d'une manière générale entre pays développés, qu'ils soient européens ou non, et ça n'a rien à voir avec une directive sur la taille des cuvettes des toilettes, c'est lié à la dissuasion nucléaire, et donc quelque part c'est une falsification historique de dire grâce à l'Union européenne on a eu la paix. Non, de toute façon il n'y a plus de guerre entre pays développés, qu'ils soient européens ou non, donc c'est une escroquerie intellectuelle cette histoire. Et après son deuxième concept... On le voit d'ailleurs en voyant sur le continent asiatique, il n'y a pas eu de guerre non plus depuis 1945 entre le Japon, la Chine, la Corée, etc. Tout ça parce qu'il y a la menace de la frappe nucléaire. C'est la dissuasion nucléaire qui fait la paix et pas les traités de libre-échange de l'Union européenne. Exactement, les guerres traditionnelles maintenant sont réservées à des pays périphériques, mais tous les pays développés qui sont liés de près ou de loin à des puissances qui ont l'arme nucléaire, il n'y a plus de guerre, et ce sera le cas demain avec ou sans Union européenne. Et son deuxième concept, c'est la souveraineté européenne. Alors il va en parler un petit peu, mais je ne sais pas s'il va insister dessus, parce que la souveraineté européenne, qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai envie de dire que l'ouvrier des Vosges, il n'en a absolument rien à faire que son usine soit délocalisée en Pologne, plutôt qu'en Chine. Et la souveraineté européenne, en fait, c'est ça, c'est de dire, c'est formidable, regardez, on va réindustrialiser. Vous savez que la majorité de délocalisations, 55%, se font vis-à-vis des pays de l'Est qui sont au sein même de l'Union européenne. Donc la souveraineté européenne, je pense que les Français s'en fichent éperdument. Les Français, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une réindustrialisation en France, pas en Pologne, pas en Roumanie, pas en Bulgarie, mais en France. Ils veulent la défense des emplois en France, et ils veulent la défense normalement de la France. Et le travail normalement d'un président de la République,
c'est de défendre les intérêts des Français. C'est pas de fantasmer sur une souveraineté européenne. Ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, cette souveraineté européenne, ça me fait rire qu'il en parle juste après la crise du Covid-19, où on a bien vu qu'il n'y avait pas de souveraineté européenne, qu'il n'y a pas de solidarité européenne, parce que quand on est en temps de crise, les pays, évidemment, privilégient leurs propres intérêts. Vous avez bien vu, pendant cette crise, les vols de masques, notamment entre Suède, Italie, France, Slovaquie, etc. Donc, en fait, c'est un concept qui est complètement dépassé, et cette Union européenne supranationale dont je parlais auparavant, ça marche tellement bien que c'est imité nulle part ailleurs dans le monde. Donc au bout d'un moment, et c'est normalement un principe de base en management, c'est ce qu'on vous dit quand vous faites un projet et que ce projet va droit dans le mur, le bon sens normalement d'un manager, c'est de dire au bout d'un moment, il faut arrêter les frais, il faut sortir. Là, on a l'impression que c'est l'inverse. Il y a le mur qui est devant, ils sont dans leur voiture, ils sont en train d'accélérer pour se prendre le mur. Et malheureusement, on y va et ils amènent tous les Français avec eux. Je dirais que le principal argument des européistes, c'est de dire il n'y a pas assez d'Europe, donc c'est pour ça que ça ne marche pas, donc rajoutons de l'Europe. Un peu comme dans le communisme, quand un communiste vous dit mais l'Union soviétique, c'était pas assez communiste finalement, c'était un modèle plus stalinien ou plus léniniste stalinien, mais c'est pas le vrai communisme. Le communisme, ça aurait été de ne pas faire ceci et cela, donc toujours plus de communisme. Est-ce que ça aura apporté la prospérité? On sait que non, et c'est un peu la même chose avec cette idée absolument frénétique de vouloir faire Europe, 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 toujours plus d'Europe, alors que l'on est sur un modèle qui n'a pas fait ses preuves, et on le voit. Et aujourd'hui, le sentiment majoritaire dans notre pays, c'est quand même un sentiment de défiance vis-à-vis de l'Union européenne, non pas de l'Europe. Encore une fois, vous le rappeliez, l'Europe est un continent. L'Europe, ce sont des peuples voisins qui ont certes combattu par le passé, mais qui se sont quand même aujourd'hui rentrés dans une ère de paix et de prospérité. Et ces peuples-là n'envisagent pas de se faire la guerre demain ou après-demain. C'est simplement, je dirais, de refuser cette Union européenne telle qu'elle a été pratiquée depuis 40 ans et dont on voit que le modèle ne fonctionne pas. On n'a pas rétabli une société de plein emploi, on n'a pas fait disparaître le racisme, on n'a pas disparaître totalement la guerre, on l'a rappelé à l'instant. Donc tout ça fait que ce modèle-là, finalement, n'apporte pas grand-chose. Je dirais même moi, qu'en fait, l'Union européenne exacerbe les tensions entre les pays. On l'a vu notamment du fait du fonctionnement de l'euro qui désindustrialise les pays du Sud. On a vu les tensions entre l'Allemagne et la Grèce, entre l'Italie aussi et l'Allemagne. On le voit aussi au niveau des pays de l'Est avec les délocalisations. Les pays de l'Est qui eux-mêmes sont victimes d'une émigration vers les pays de l'Ouest. Donc en fait, tout ce modèle économique de l'Union européenne qui ne marche pas exacerbe les tensions entre les différents pays. Et les Français, évidemment, on ne leur dit pas finalement tous ces éléments-là, mais les Français ont une défiance naturelle vis-à-vis de l'Union européenne. Et tous les sondages montrent qu'ils veulent récupérer des pouvoirs vis-à-vis de l'Union européenne. La problématique qui se pose, c'est que l'Union européenne est complètement irréformable. Et donc je pense, et si j'avais un conseil à donner aux candidats à l'élection présidentielle, c'est de dire quelque part, de faire preuve de pédagogie et de leur montrer, certes, vous voulez récupérer de la souveraineté au niveau national, eh bien, je vais aller renégocier au niveau de l'Union européenne ces éléments de souveraineté. Vous allez voir que de toute façon, ça ne marchera pas. Donc ça sera la preuve par les faits vis-à-vis du peuple français. Une fois que cette renégociation aura échoué, comme je suis démocrate, eh bien, je vais faire ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et là, les Français pourront choisir. Parce qu'en fait, la vraie alternative c'est soit vous continuez avec l'Europe telle qu'elle est, qui est irréformable puisqu'il faut l'unanimité. Les traités actuels sont déjà le fruit de 60 ans de négociations dans des marathons bruxellois où l'accord a été obtenu à la virgule près, ça ne bougera pas. Donc soit vous acceptez, vous restez dans l'Union européenne telle qu'elle est, qui amène la France dans le mur, ou soit vous sortez, c'est cette question-là qui se posera s'il y a un référendum, et je pense même que c'est l'option majeure pour sortir de l'Union européenne, parce que quand il y a ce référendum, vous avez un vrai débat sur la question de l'Union européenne, un petit peu comme on l'a aujourd'hui. Or, quand vous êtes dans une élection présidentielle, malheureusement, l'Union européenne, c'est un petit volet au milieu de l'éducation, culture, économie, même si tout est lié, on ne parle pas vraiment, on ne débat pas vraiment en fait de la question de l'Union européenne, et donc je dis obtenons ce référendum, et après nous irons le gagner. Absolument. Et on peut ici faire remarquer que la question de l'appartenance à l'Union européenne n'est pas vraiment posée
par l'essentiel des candidats qui se présentent pour la prochaine présidentielle. On peut évidemment le regretter. Je voudrais quand même rappeler que vous avez été de l'UPR pendant un certain nombre d'années. Est-ce que vous seriez tenté de ressoutenir votre ancien patron, si j'ose dire, François Asselineau? Déjà, nous verrons qui sera sur la ligne de départ, parce que c'est un petit peu compliqué. On ne sait pas pour le moment qui va l'être. Et comme je l'ai dit, moi, d'un point de vue personnel, je verrai pour qui je vais voter, mais Génération Frexit en tant que telle, on ne va pas prendre position pour tel ou tel candidat, puisqu'on œuvre pour l'Union. Ce qu'on espère, en tout cas, c'est que lui, comme les autres, incluront dans leur programme ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Et si un maximum de candidats l'incluent, bien évidemment, il y aura plus de chances d'avoir ce référendum et de le gagner après. On est vraiment là à se battre, nous, pour des idées, on ne se bat pas pour une boutique ou pour une personne. Et donc, nous souhaitons que lui, comme les autres d'ailleurs, puisse défendre cette idée-là lors de la prochaine élection présidentielle. Merci beaucoup Charles-Henri, c'était un bonheur de vous retrouver pour parler en cette journée d'actualité souverainiste très chargée. Merci à tous, à bientôt.